nouvellement président. Voilà, je laisse la main à l'animatrice qui va présenter les intervenants et bien sûr cadrer le sujet du jour. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc Justine Lerman, je suis coordinatrice régionale donc à la Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les sujets de la veille sociale. Donc je vais cadrer rapidement le webinaire du jour et je vous présenterai ensuite les intervenants et intervenantes avant de leur laisser la parole. Donc ils vont voilà, vous présenter un peu chacun les points qu'ils auront mis à l'ordre du jour. Il y aura un débat ensuite, donc plutôt un peu après 11 heures d'une trentaine de minutes avec vous. Et on laissera ensuite la parole à Julien Lévy, le grand témoin du jour, avec ensuite quelques dernières questions et le webinaire se terminera vers 11h30. Donc les accueils de jour, vous le savez, tiennent une place très importante pour les personnes privées de domicile personnel ou mal logées, en proposant une mise à l'abri à la journée, une mise à l'abri qui est inconditionnelle, et un ensemble de services qui peuvent prendre différentes formes en fonction des accueils de jour. Donc un ensemble de services d'accès à l'hygiène, à l'alimentation, mais aussi de l'accès aux droits, de la domiciliation et plein d'autres choses encore. En Isère, il y a 11 structures qui sont reconnues comme étant des accueils de jour et c'est quasiment 800 accueils de jour à l'échelle nationale en 2021. Donc la crise sanitaire a marqué un peu l'importance de ces lieux d'accueil et de lien social. Et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus mis au centre des politiques de lutte contre l'exclusion après plusieurs années de plaidoyer pour être aussi reconnus comme tels. Récemment, le gouvernement a aussi annoncé la mise en place du service public de la rue au logement, ce qui a légitimé d'autant plus ces services avec des moyens qui leur ont été renforcés avec la stratégie pauvreté dans les années 2018. C'est vrai que c'est des services qui sont quand même encore récents, puisque les premiers accueils de jour ont ouvert à la fin des années 80, début des années 90, face à Oui, la montée du sans-abrisme. Et pour la première boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre a ouvert par exemple à Marseille en 1991. Donc c'est pour vous donner un peu la temporalité. Du coup, c'est vrai que c'est des services qui se sont longtemps développés, qui ont longtemps évolué directement face aux besoins des publics qu'ils ont accueillis. Puisque par exemple, le premier référentiel des prestations pour les accueils de jour est arrivé en 2005. Donc c'est quand même des services qui voilà, ont eu l'occasion de vraiment s'adapter par rapport aux besoins. De plus en plus, ils sont mis au cœur de la politique du logement d'abord, comme des lieux en fait de repérage, d'orientation aussi vers le logement et d'accompagnement des publics sans abri et en situation d'exclusion. Donc cette séance permettra un peu d'appréhender au-delà de ces services de base les actions concrètes qui sont menées par les accueils de jour et qui visent à améliorer le quotidien des personnes qui les fréquentent. Donc vous en apprendrez plus sur les initiatives portées par les accueils de jour qui interviendront, la place aussi accordée aux personnes accompagnées, puisque c'est vraiment des services qui ont au cœur de leur mission le lien social et la participation des personnes en situation d'exclusion. Quelle est aussi la prise en compte par les pouvoirs publics du rôle des accueils de jour dans la politique du logement d'abord et quelle place ils occupent dans le paysage institutionnel. Avant de vous présenter les différents intervenants et intervenantes, je vais simplement dresser un petit état des lieux de qui sont les accueils de jour aujourd'hui, en m'appuyant notamment sur une étude de l'ANSA, donc l'Agence nouvelle des solidarités actives, qui a mené en 2021 donc une enquête auprès donc bien un questionnaire qui a été renseigné par 385 accueils de jour, donc à peu près la moitié, on va dire, des accueils de jour existants, dont 54 en Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être qu'ici, vous êtes un certain nombre à y avoir répondu. Cette étude, elle souligne notamment que c'est une définition très large d'accueil de jour et que ça recouvre des réalités très hétérogènes. Donc la majorité des accueils de jour sont portés par le secteur associatif, mais certains sont aussi portés par des communes ou d'autres acteurs. 30% se déclarent spécialistes, donc souvent spécialistes de l'accueil d'un public en particulier, par exemple les femmes, les jeunes, les personnes en situation de prostitution. Et globalement, si on regarde quand même la majorité du public accueilli, accompagné par les accueils de jour, ce sont plutôt des personnes seules, plutôt des hommes encore, même si le public féminin augmente, plutôt des hommes de plus de 30 ans, pareil, même si le public jeune a été noté ces dernières années comme étant en augmentation, et majoritairement sans hébergement, donc sans domicile, ou hébergés chez un tiers.
Les structures sont financées par l'État, mais souvent doivent voilà, aller chercher d'autres financements pour consolider leur action. Donc elles ont vraiment des plurifinancements, donc notamment de la part des communes, des départements, des métropoles, mais aussi des dons en particulier, l'appel à des fondations ou à des mécénats. Donc c'est vrai que ces financements multiples pointent aussi parfois la structuration fragile de la gouvernance, on va dire, de ces accueils de jour. Ce sont des structures qui sont plus ou moins professionnalisées, donc c'est-à-dire avec des travailleurs sociaux, puisque les accueils de jour se sont souvent aussi développés sur voilà, la mobilisation de citoyens et donc de bénévoles pour faire fonctionner ces services. Et la majorité sont plutôt de taille petite ou moyenne, avec moins de 10 équivalents temps plein, donc de 10 personnes travaillant à temps plein en tant que salariés dans ces structures. Les services et actions proposées sont vraiment nombreuses. On retrouve en très bonne position et menées par la majorité des accueils de jour des actions de lien social et de participation. Euh, des accueils, bien sûr, l'accueil et les services de première nécessité, donc avec l'accès à l'hygiène, à recharge par exemple pour le téléphone, à de la nourriture, à des services de garde, on va dire type de bagagerie, etc., pour garder les affaires des personnes. Beaucoup d'orientation et d'accompagnement, donc un relais vers le droit commun, l'ouverture de droits et le travail avec un ensemble de partenaires sur le territoire, parce que les accueils de jour ne travaillent pas seuls. Et en fonction des accueils de jour, d'autres services peuvent être déployés, comme des permanences juridiques, des espaces de chenil pour laisser les animaux, des prêts de vélos ou de scooters pour la mobilité, enfin voilà, c'est sans fin. Et les activités se structurent, mais il y a quand même voilà, des difficultés qui sont pointées dans les réponses qu'ont pu faire les accueils de jour, notamment l'outillage en matière d'observation sociale, puisque c'est vrai que ce sont des services qui sont, on va dire, en première ligne pour faire remonter les besoins, mais qui n'ont pas toujours de moyens dédiés à l'observation sociale et à du coup, au peaufinage, on va dire, des données et des remontées d'informations. Le manque de moyens humains aussi pour assurer l'accueil, le cadre collectif, l'accompagnement individuel et tous les services qui sont développés. Et puis des locaux qui sont souvent peu adaptés aux activités et peu adaptés pour permettre une réelle inconditionnalité des publics, notamment quand il y a beaucoup de personnes et que voilà, les conditions sanitaires ont aussi dû réaménager les accueils. Donc il y a 86% des accueils de jour qui estiment qu'il y a besoin d'investissement dans leur structure. Et enfin, voilà, une évolution, comme on disait, des publics, dont on pourra peut-être revenir dessus. Merci. Donc, je vous présente maintenant donc, les intervenants. Richard Dio, donc, directeur de Point d'eau, accueil de jour donc, à Grenoble, qui existe depuis 1993 et qui est vraiment issu d'une expérience de terrain et issu de collectifs, de personnes et d'organisations qui luttaient contre le sans-abrisme. C'est un accueil de jour qui est reconnu, agréé comme boutique solidarité par la Fondation Abbé Pierre. Et l'intervention de Richard se centrera sur la manière dont le pilier, on va dire, de la participation et de la remobilisation des personnes se déploie au sein de l'accueil de jour, comment elle infuse et façonne l'ensemble des services et, euh, et des accompagnements proposés par Point d'eau et en quoi elle sert en fait le parcours des personnes accueillies dans leur parcours qu'il soit résidentiel ou social et citoyen. On accueillera ensuite Margot Personnaz, qui est assistante sociale au service gestion du logement social et de l'hébergement à Grenoble-Alpes Métropole, donc qui est aussi une métropole de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, et qui reviendra sur l'expérience des permanences logement et des permanences logement d'abord au sein de l'accueil de jour Point d'eau et Femmes SDF à Grenoble. Donc suite à quels constats ont été mis en place ces permanences pour répondre à quels besoins et quels sont les retours d'expérience après quelques années de fonctionnement. Et on aura ensuite le témoignage de Karine Salinas, responsable du point accueil de l'ASSO, et Sandra Ferrard, éducatrice spécialisée et coordinatrice de l'accueil de jour, donc à Lyon cette fois, une expérience extra iséroise. Donc à l'accueil de jour est situé proche de la gare de Pardieu, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent, et existe depuis la fin des années 80, accueille un public à la fois d'isolés et de familles sur des plages horaires spécifiques, et le point accueil domicilie également plus de 300 personnes. Le point accueil fait partie du collectif des accueils de jour lyonnais et plus récemment de la plateforme des accueils de jour comme le repère. Et c'est sur cette expérience de mise en commun et de développement d'une culture commune à l'échelle du territoire que vous interviendrez pour illustrer à la fois en quoi ça sert les besoins et le maintien des droits des personnes accueillies et accompagnées
dans les différents accueils de jour du territoire et comment la force du collectif permet aussi de se faire mieux connaître et reconnaître par les pouvoirs publics. Et enfin, en grand témoin, Julien Lévy, sociologue au laboratoire Pacte et chercheur à la chaire publique des politiques sociales, qui viendra clôturer un petit peu cette table ronde. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous. Et donc, je vous laisse la parole, Richard, pour commencer vos interventions. Bien, bonjour à tout le monde. Point d'eau est un accueil de jour, vous en avez parlé juste avant, qui accueille globalement 150 personnes par matin autour de services d'hygiène, de santé, d'accès aux droits et de remobilisation. Et je trouve que le titre, en tout cas, qui est affiché là, la question des expérimentations continuelles, est vraiment un point assez fort là dans le cadre de la refonte, en tout cas, des trajectoires de l'État sur la question de l'hébergement d'urgence et aussi quelque part de ce qui peut se passer dans les accueils de jour. C'est un point que la coordination des accueils de jour en Isère a soulevé, en tout cas, comme un point à faire soutenir par les pouvoirs publics, la question des expérimentations. Parce qu'effectivement, on est en plein, je dirais, et en permanence dans ces adaptations, changements, et on l'a encore vu pendant la crise sanitaire, où une partie des accueils de jour, en tout cas, sont restés ouverts et ont adapté complètement leurs actions, que ça allait de la fabrication de masques à la distribution alimentaire, à l'accueil, au travail d'écoute, etc. Sur la question des accueils de jour, le tour, la présentation a été plutôt assez dense, en tout cas précédemment, donc je ne reviendrai pas sur la fonction exacte des accueils de jour. Nous à Point d'eau, on a un élément, en tout cas, pour participer de cette question de l'expérimentation qui est sur laquelle on s'appuie, qui est un triptyque qui comprend à la fois la question, certes, de l'accompagnement vers l'hébergement et vers le logement des personnes, la question de l'accès aux droits et à la santé, là aussi on expérimente, avec des ostéopathes qui viennent, avec des coiffeurs, avec des personnes, en tout cas aussi diverses et variées, qui viennent aussi fréquenter nos accueils de jour. Mais on s'aperçoit bien que c'est pas parce qu'on est en bonne santé et que on est dans un logement que tout va bien. C'est pas parce que on reste enfermé, en tout cas dans ce logement, alors qu'avant on était peut-être dans des collectifs, dans des hébergements, dans des lieux de collectivité, et là qu'on se retrouve seul dans un logement, que tout va bien, et que la question de la socialisation et de la remobilisation, elle a toute son importance. À Point d'eau, comment on travaille sur ces sujets-là? Je dirais qu'on a trois modes d'action autour de ces questions de remobilisation des personnes en grande précarité, avec un espace, on va dire déjà dans un premier lieu de faire, qui permet en tout cas de susciter, de proposer, de faire émerger des désirs que sont des sorties, des activités culturelles. Il y a une fresque qui a pu être réalisée avec les personnes accueillies. Il y a tout un tas d'activités de sortie qui sont proposées en montagne, etc., qui peuvent être proposées en tout cas sur cette question du faire. Et je pense que ça, c'est déjà un point en tout cas de pouvoir amener un certain nombre de services de catalyseur, en tout cas, pour faire émerger aussi des demandes et des envies. La question chez nous du faire avec, j'en ai pas parlé dans la présentation de Point d'eau, mais c'est une structure effectivement qui est là depuis 93 et qui aujourd'hui a environ une dizaine de salariés et une soixantaine de bénévoles. Et la moitié de ces bénévoles sont issus des personnes de la rue qui viennent, qui ont envie de donner un coup de main à Point d'eau, qui pour certains sont encore dans des situations de très grande précarité et viennent chaque matin, en tout cas, nous accompagner dans l'accueil des publics. Donc ça, c'est la question du faire avec, c'est-à-dire que on va non pas mettre là l'usager au centre, mais l'usager à côté de nous, la personne à côté de nous, la personne qui a envie de s'engager, elle vient participer aux accueils au même titre que les autres bénévoles qui venaient classiquement sur l'accueil de Point d'eau. Donc dans cette question de faire avec, il y a plein d'espaces qui peuvent être représentés. Ça va du simple, une fois que j'ai pris ma douche, je nettoie ma douche, à je suis bénévole tous les matins pour l'accueil, à je viens faire un service civique, je suis un jeune de la rue, j'ai envie de faire un service civique, et ben on accueille des jeunes de la rue en service civique à Point d'eau,
a aujourd'hui une travailleuse pair qui a intégré l'équipe. Et si on continue le déroulé sur cette question du faire avec les personnes réellement dans la construction de la structure, à la participation au conseil d'administration depuis juin dernier, dans le cadre on a fait une refonte de nos statuts, et dans le cadre de ces refontes de statuts, on a ouvert un collège des personnes concernées, et du coup dans laquelle il est possible aussi pour les personnes concernées de s'impliquer dans la structure au même titre que les autres, parce que chaque collège a une voix, et du coup le vote des personnes concernées a la même importance que le vote des personnes. On a des collèges de personnes avec des compétences spécifiques, des collèges d'associations, des collèges de partenaires, etc. Et du coup, le collège des personnes intégrées a le même nombre, en tout cas, la même possibilité de vote. Ça, c'est un deuxième point. Donc, le faire, où on stimule, où on donne en tout cas un certain nombre de propositions aux personnes. Le faire avec, où on propose des espaces et de cadrage aux personnes. Et enfin, un troisième espace qui est, alors que j'appelle comme ça souvent, qui est le donner à faire. C'est-à-dire que ce sont des ateliers qui sont proposés par les personnes de la rue pour les personnes de la rue. Aujourd'hui, il y en a deux à Point d'Eau, bientôt un troisième. On en a un sur la couture qui est animé par Agnès tous les vendredis, qui vient avec. On lui a trouvé des machines à coudre, pardon. On lui a trouvé des machines à coudre. Elle vient travailler, réparer les vêtements des personnes, etc. Et c'est une personne qui, à un moment donné, a eu un parcours en grande précarité, qui vient, en tout cas, aujourd'hui, participer à l'accueil. On a l'exemple de l'atelier cuisine qui est pour nous un exemple emblématique à Point d'Eau, qui est un atelier qui a été initié par une stagiaire il y a 2016 de mémoire, et qui a été repris par la suite par une personne accueillie à Point d'Eau, par Hakim, que beaucoup de personnes connaissent, et qui a fait monter cet atelier-là de façon très forte, qui aujourd'hui brasse 2 fois 30 personnes tous les mercredis et tous les samedis, des personnes en grande précarité, migrants et autres, qui viennent participer en tout cas aux accueils qu'on peut avoir, à la cuisine, en tout cas à ces ateliers cuisine. Et cet atelier cuisine a la particularité d'être à la fois géré par des personnes en situation de grande précarité, d'avoir quasiment un cadre d'autogestion, et de produire des choses. C'est-à-dire que typiquement, ils produisent des repas, mais qu'ils vont pas forcément offrir aux personnes de la rue, où ils vont inviter des partenaires, ils vont inviter des maires de différentes villes, ils vont inviter différentes personnes à venir participer à leurs repas. Et tout ça dans un but assez important, en tout cas dans ce qu'on peut proposer à Point d'Eau, qui est la lutte contre la stigmatisation des personnes en grande précarité. Et ça participe réellement d'un effort, en tout cas global, sur cette lutte contre la stigmatisation. C'est vraiment extrêmement intéressant, en tout cas, de voir les réactions des personnes qui peuvent venir, que ça soit un député, un maire, que ça soit des partenaires, et quand une personne en grande précarité lui présente la recette qu'elle a préparée et qu'elle a passé du temps, en tout cas, à confectionner. Et ça donne vraiment un autre regard, en tout cas, sur les compétences et la volonté d'implication des personnes. Cet atelier a notamment permis de donner à 28 personnes de retrouver du travail, donc en 4 ans, donc ce qui n'est pas anodin non plus en termes de remobilisation, parce que la question de l'emploi, elle fait partie très concrètement de la question de la remobilisation aussi. Cet atelier cuisine a donné lieu à des productions. Je l'amène souvent avec nous à ce bouquin de cuisine qu'un certain d'entre vous connaissent, mais où il y a à la fois des recettes et des parcours de vie à l'intérieur, donc avec des parcours de vie des personnes qui ont écrit ce bouquin, et qui est une vraie fierté. Il y a le numéro 2 qui est en cours de préparation, qui devrait sortir en début d'année prochaine, qu'on attend avec hâte, parce que c'est vraiment un outil à la fois pour l'association, mais aussi pour les personnes. Quand elles vont passer un entretien d'embauche, et elles amènent ce livre de cuisine, puis elles disent voilà aussi de quoi on est capable. Et à un moment donné, ça permet vraiment de montrer en tout cas l'engagement, et de casser en tout cas ces stéréotypes de personnes qui sont dans l'attente et qui font rien, ce qui est vraiment pas le cas en tout cas des personnes de la rue. Quand on est capable de leur proposer un cadre, des espaces où elles peuvent s'engager, où elles peuvent produire, faire des choses, je pense qu'on est face à des personnes qui peuvent être extrêmement motivées en tout cas. Ça c'est en tout cas les trois modes de façon de s'engager, de participer, de se remobiliser. J'aime pas que le terme de participation, je trouve qu'il peut être assez réducteur et concentré sur la question de la loi 2002. Je pense qu'aujourd'hui, la participation, elle a bien d'autres volets que les simples
tous les simples espaces de rencontre qu'on peut avoir, en tout cas sur les structures. Ça dépasse largement ça. On peut vraiment faire des propositions d'engagement citoyen qui vont beaucoup plus loin, en tout cas en termes de remobilisation. Donc, dans un premier temps, ça sert, je dirais, directement les personnes de la rue, les personnes en grande précarité, dans le cadre de la remobilisation, mais il faut pas se cacher aussi que ça sert la structure. Je pense que c'est important de dire que la structure Point d'eau, aujourd'hui, ça nous sert dans notre développement, ça nous sert dans les ressources humaines, dans la capacité d'accueil, parce que quand on accueille 150, voire 200 personnes parfois, certains matins, sur la structure, bah, c'est pas avec 3 éducateurs qu'on est capable de tenir la structure, c'est aussi parce que les personnes de la rue sont là pour faire tiers, pour se mobiliser, pour nous donner des coups de main sur les services. Ça sert dans la question de l'image aussi. Quand on travaille sur la fresque aujourd'hui qu'on a faite à l'extérieur, il y a 70 portraits à peu près de personnes en grande précarité, de bénévoles, de salariés, où tout le monde est mélangé. Ben, ça permet aussi de travailler encore une fois sur cette lutte contre les stéréotypes et la stigmatisation des personnes de la rue. Un dernier exemple sur lequel on avance aujourd'hui, qui est la question de l'atelier vélo. Du coup, un troisième atelier, il y a la couture, il y a la question de la cuisine, il y a la question du vélo, aujourd'hui, qui vient prendre une part aussi importante. On a eu une époque où beaucoup de personnes dans la structure de Point d'eau venaient avec des personnes, avec des animaux, avec des chiens notamment. On avait jusqu'à 25-30 chiens, en plus des 150 et 200 personnes par matin. Qu'on continue d'accueillir. Alors aujourd'hui, on a un peu moins d'animaux. Par contre, on a beaucoup de personnes en vélo. Donc l'atelier, typiquement, une personne en grande précarité qui vient faire un service civique en ce moment chez nous, a l'intention de monter un atelier vélo. Ben on va lui offrir, encore une fois en modèle, on va lui offrir un espace. Si on a des conteneurs marins dans le cadre du déménagement là qu'on est en train d'opérer, il y a un conteneur marin qui va être dédié à la partie atelier vélo. Et on va l'accompagner sur l'achat de matériel, sur trouver des partenaires et faire monter en puissance, en tout cas, cette question d'atelier vélo. Et pourquoi pas, tout comme l'atelier cuisine qui est en train de se transformer en atelier chantier d'insertion pour une ouverture en mars prochain, bah, pourquoi pas monter une structure qui sera aussi source de revenus potentiellement autour de cet atelier vélo. Et pas forcément source de revenus pour l'association, mais source de revenus aussi pour les personnes, parce que c'est bien dans cette réflexion-là aussi qu'on fait avancer la question des parcours d'insertion. Et je finirai sur la question de l'expérimentation. Typiquement sur la cuisine, on est en train de réfléchir à un projet d'atelier d'adaptation à la vie active, d'AVA, qui est valable pour les CHRS, mais a priori, il y a une expérimentation qui devrait voir le jour en Isère sur ces questions d'atelier d'adaptation à la vie active, qui permettent notamment d'indemniser des personnes qui n'ont pas de revenus. Et à ce jour, on a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas de revenus dans nos accueils, et ça peut permettre en tout cas une application aussi différente. Voilà. Donc il y a une réflexion autour de ça qui est en train de se poser. Voilà. Dernier point, et après je m'arrête, Justine, promis. Je pense que je suis resté dans mes 10 minutes, hein, j'avais à peu près ce temps-là. Dernier point, cet ensemble-là, en tout cas, de questions de participation, a été remarqué par la Fondation de France dans le cadre du programme Inventer demain. Donc, au-delà du soutien de la Fondation Abbé Pierre qu'on a depuis des années, qui est un soutien majeur pour nous, qui est vraiment un soutien à la fois, je dirais, qui peut être financier, qui peut être sur des projets, qui peut être dans les idées, parce que je pense qu'on partage réellement ces questions d'inconditionnalité. La Fondation de France, à son tour, remarque en tout cas notre association autour des questions de remobilisation, et on est rentré dans un programme qui s'appelle Inventer demain, où on a rejoint aujourd'hui 17 structures différentes sur le territoire national pour réfléchir, je dirais, aux actions pour revoir en tout cas cette question de l'invention l'invention de demain, mais sur tous les sujets. Ça comprend autant les questions environnementales que les questions sociales, que les questions de grande précarité, que les questions économiques aussi. Donc c'est un vrai groupe de travail, une vraie zone de réflexion qui est très intéressante en tout cas pour nos structures aujourd'hui. Et tout ça, ça se cadre dans le cadre de la coordination des accueils de jour aussi sur le territoire, parce qu'on n'est pas seul en termes d'accueil de jour sur le territoire. Il y a, on travaille avec Femmes d'SDF, typiquement on a monté une réflexion autour de l'accès aux droits, et on a répondu à un appel à projet dans le cadre du plan de relance sur l'accès aux droits avec Femmes SDF. Avec le Fournil qui peut travailler sur la question des repas du midi, avec des acteurs sur d'autres territoires aussi. On a des proximités avec les accueils de jour de Vienne, où on travaille, on va dire collectivement, sur comment
on réinvente aussi à un moment donné notre capacité d'accueil et comment on se mobilise dans les moments de crise, mais pas que, parce que une fois la crise passée, la pauvreté est encore là, donc c'est pas qu'à ce moment-là, on espère en tout cas que les financeurs continueront d'être présents au-delà de la question de la crise, parce qu'il y a le coup de projecteur, mais pas que. Et je pense que la suite reste très complexe. On voit encore aujourd'hui une influence qui continue d'augmenter sur 2020, sur 2021, par rapport à 2020 qui était déjà une année assez forte. Nous sommes à plus 17% d'augmentation de fréquentation à ce jour. Donc c'est pas anodin non plus pour nous. Voilà, je m'arrête là. En tout cas, les accueils du jour sont une grande famille et cette grande famille a toute sa place en tout cas sur la veille sociale et dans les expérimentations. Et je pense que c'est un endroit très intéressant en tout cas pour visualiser ces expérimentations. Merci beaucoup. Et c'est vrai que la présentation permet bien aussi de voir quand on laisse la place aux personnes, que ce soit dans le cadre d'une remobilisation ou autre, comment ça permet aussi de faire évoluer les services et l'offre et de toujours un peu s'adapter aux envies de chacun. Pour rester un peu sur ce volet expérimentation, puisque c'était un petit peu dans ce cadre-là qui est aussi intervenu Margot Personnaz, je vais lui laisser la parole pour revenir effectivement sur les permanences logement d'abord au sein des accueils de jour de la métropole. Margot, c'est à toi. Oui, c'est bon. Vous m'entendez bien? Ouais. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis assistante sociale au service gestion du logement social et de l'hébergement à la métropole de Grenoble. Donc, je vais vous parler des permanences intégrées qui ont été mises en place, du coup, sur 2 accueils de jour sur le territoire de la métropole. Donc, Point d'eau et aussi au local des femmes où c'est une autre de mes collègues qui intervient. Je vous propose une brève chronologie sur les étapes qui ont permis la mise en œuvre de ce projet, donc à savoir ces permanences intégrées. Donc la métropole de Grenoble a répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour mettre en œuvre sur son territoire la politique publique logement d'abord. Donc des travaux ont été approfondis pour connaître les problématiques du public cible de cette politique, à savoir le public sans domicile personnel. En printemps 2019, un travail a été poursuivi avec les accueils de jour qui avaient aussi exprimé le besoin qu'il y ait des référents sociaux, des travailleurs sociaux qui interviennent auprès des personnes sans logement avec des difficultés, voire une impossibilité à accéder à un référent social. Donc ça, c'est une problématique qui est typique à Grenoble, en fait, puisque sur le territoire de Grenoble, les personnes domiciliées au CCAS et qui ne sont pas inscrites dans un parcours bien spécifique dans le cadre du RSA ne peuvent pas être orientées vers un travailleur social référent pour assurer un accompagnement social global. Donc, c'est en ce sens-là que, du coup, en septembre 2019, on a pu débuter une expérimentation avec donc, ces 2 accueils de jour, Point d'eau et le local des femmes de l'association Femmes SDF, avec une possibilité d'identifier les personnes cibles de la politique publique logement d'abord et de leur proposer un accompagnement social global jusqu'au logement, comme c'était possible, ou en tout cas jusqu'à leur projet lié au logement. De par ce travail-là, on a pu réaliser des bilans assez régulièrement, notamment avec d'autres partenaires institutionnels comme l'État et le département, pour partager les constats et faire remonter aussi notre travail au sein des accueils de jour, pour participer aussi à la réflexion du premier accueil sur le territoire de la métropole de Grenoble. Le dernier bilan qui a été réalisé, donc c'était tout récent en septembre 2021, et ce bilan a permis en fait de pérenniser, de sortir de la phase d'expérimentation et de pérenniser ces interventions au sein des 2 accueils de jour et de développer aussi ces modalités d'intervention sur un nouvel accueil de jour qui est le Fournil, toujours sur Grenoble. Donc très concrètement, les modalités de ces permanences intégrées, donc comme je l'ai dit, c'est d'intervenir auprès des personnes qui n'ont pas accès à un référent social, de proposer un accompagnement social global aux personnes donc, concernées par la politique publique logement d'abord, de pouvoir aussi faire remonter via des demandes SIAO les situations à la plateforme accompagnement logement d'abord pour éventuellement mise en place de moyens d'accompagnement. Nos interventions en tant que travailleurs sociaux, donc elles sont
Par exemple, sur Point d'eau, moi j'interviens 2 demi-journées par semaine sur les temps d'ouverture de l'accueil de jour, avec le principe d'aller vers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de rendez-vous prévu avec les personnes, on rencontre les personnes présentes sur l'accueil de jour et on essaye de s'adapter au maximum à leurs besoins et à leurs projets. Voilà, en fonction de là où ils en sont. On est aussi sur une libre adhésion à l'accompagnement social qui est proposé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contractualisation, c'est vraiment en fonction de là où en est la personne. On a un cadre d'intervention qui se veut le plus souple et le plus adaptable, modulable possible à la situation de la personne. Et pour faire tout ça, on a quand même du temps dédié, du temps de travail dédié où on peut se rendre disponible pour les personnes qu'on accompagne. Je vous propose du coup quelques éléments de bilan donc, de cette intervention, en sachant que du coup j'ai pris les chiffres de septembre 2019 à juin 2021, qui ont été, enfin voilà, les interventions ont été un petit peu impactées par la crise sanitaire, où du coup on a cessé nos interventions pendant plusieurs mois quand même, pendant les différents confinements. Même si l'accueil de jour était lui bien ouvert, nous à la métropole on n'a pas pu intervenir autant. Donc sur cette période-là, sur Point d'eau, donc il y a eu 84 personnes rencontrées. Quand on dit 84 personnes rencontrées, c'est des personnes avec lesquelles au moins une démarche administrative a été réalisée. Et c'est des personnes évidemment qui remplissent les critères du public cible de la politique publique. Donc ça veut dire des personnes en situation de régularité sur le territoire et qui ont possibilité d'accéder à des ressources ou qui en ont déjà. Voilà, pour permettre à terme de s'acquitter d'un loyer. Donc, comme Justine l'avait déjà dit en présentation, c'est effectivement sur Point d'eau, en tout cas, une majorité d'hommes seuls qui ont été rencontrés, essentiellement âgés entre 25 et 45 ans. Sur les graphiques, on peut voir des types de ressources. Donc, il y avait quand même 35% de personnes bénéficiaires du RSA et 27% de personnes sans ressources au moment où on les a rencontrées. Donc ça aussi, ça a été notre intervention de pouvoir leur permettre un accès à des ressources pour lutter contre le non-recours. Et la situation résidentielle, donc essentiellement des personnes sans logement. On a fait aussi un focus sur l'accès à un référent social. Donc pour plus de 70% des personnes, on a relevé donc une impossibilité d'accéder à un référent social. Donc en fait, ça nous a aussi conforté dans notre intervention, en disant qu'on avait aussi toute notre place pour intervenir auprès de ces personnes-là qui n'avaient pas de référent social. Pour d'autres personnes, on a pu aussi refaire le lien avec le droit commun, c'est-à-dire les orienter vers un référent social auquel ils pouvaient accéder ou refaire le lien avec un référent social avec lesquels les relations auraient pu être plus existantes à un moment donné, donc de travailler, faire cette médiation-là. Sur les démarches, donc, il y a eu plusieurs démarches qui ont pu être réalisées auprès des personnes. Toujours dans cet accompagnement social global, donc sur les documents d'identité, les déclarations d'impôts, le dépôt d'une demande de logement social. Et dans notre accompagnement, notre disponibilité nous a aussi permis d'aller jusqu'à la possibilité de faire des visites de logement quand les personnes avaient des propositions de logement, de participer aussi à la signature d'un contrat de location, donc de faire des rendez-vous avec le bailleur social comme c'est un bailleur social. Voilà, on avait quand même une grande disponibilité qui nous a permis ça. Et sur le volet logement, donc au total, sur Point d'eau, il y a eu 16 demandes SIAO qui ont été réalisées. Et 9 d'entre elles ont été étudiées dans le cadre de la commission accompagnement logement d'abord. Et sur la totalité des personnes accompagnées, il y a eu 9 entrées en logement accompagné. Donc, entrées en logement accompagné, c'est-à-dire qu'il y avait un référent social, donc soit un travailleur social de la métropole, donc ça pouvait être nous ou un autre travailleur social, soit des partenaires travailleurs sociaux du logement d'abord. Donc, ces expériences-là et cette expérimentation qui aujourd'hui a été donc validée pour être inscrite durablement. Donc, comme on l'a déjà dit, ça nous a permis aussi de valider l'importance et l'intérêt des accueils de jour comme lieu ressource pour rencontrer les personnes cibles de la politique publique logement d'abord. Nos interventions nous ont aussi permis une interconnaissance, donc tant au niveau du fonctionnement et de l'approche de l'accueil de jour pour nous, métropole, mais aussi, je pense, pour l'accueil de jour et pour l'équipe professionnelle, une meilleure connaissance des enjeux liés au logement sur le territoire.
La volonté aussi d'intervenir sur le principe d'aller vers. C'est vrai que c'est venu un petit peu bousculer nos pratiques parce que, voilà, en étant assistante sociale dans une institution, on n'est pas forcément amené, en tout cas moi sur mes anciens postes, à faire beaucoup d'aller vers et à être vraiment, voilà, 2 demi-journées par semaine sur complètement de l'aller vers. Ça nous a permis de bousculer nos pratiques et c'était très intéressant. Et ça a aussi permis, on en a discuté aussi avec l'accueil de jour, de rendre plus accessible l'assistante sociale, de démystifier un petit peu son rôle au sein de l'institution. Voilà, notre présence a aussi permis de consolider la politique publique et sa mise en œuvre aussi avec la vision des acteurs associatifs. Voilà, ça nous a permis aussi de bien prendre conscience de la volonté et de la nécessité de s'adapter au public accueilli et au public sans logement, avec des ruptures dans certains parcours, des ruptures dans l'accès aux droits et du coup d'intervenir pour remettre en place des droits. Ça n'a pas toujours été simple, notamment dans le rythme des parcours pour des personnes qui ont fait pas mal d'allers-retours, c'est-à-dire qu'on a commencé des démarches, puis les personnes ont un petit peu disparu, on a eu du mal à les revoir régulièrement. Et puis quand les personnes sont revenues nous voir, ou on a repris un lien, on a repris là où on était l'accompagnement social, mais la temporalité des institutions et des démarches qu'avaient entamées n'étaient pas forcément les mêmes. Donc parfois, on a dû reprendre à zéro certains dossiers. Voilà, donc ça nous a parfois, ça a pu nous mettre en difficulté et mettre aussi les personnes en difficulté. Et ces expériences-là nous ont aussi, voilà, comme je le disais, bien permis de prendre conscience et d'insister sur l'importance de s'adapter au temps nécessaire aux personnes pour leur parcours, pour qu'ils aient un parcours vers le logement. Donc, on s'est adapté au maximum et ça a pu aussi faire évoluer, en tout cas sur notre territoire, les pratiques liées à la mise en œuvre de la politique publique logement d'abord, avec une volonté donc de faire remonter les besoins et la réalité rencontrée sur le terrain, pour tendre vers une action sociale qui soit la plus cohérente possible avec le public rencontré. Merci beaucoup, Margot. Je vois dans les questions-réponses une question sur les orientations SIAO. C'est vrai que ça peut sembler contre-intuitif avec une politique logement d'abord et une orientation vers le logement. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu expliquer voilà, dans quel cadre ont été faites ces orientations SIAO? Est-ce que c'est aussi parce que localement le SIAO oriente vers du logement accompagné, par exemple, ou des contingents? Enfin, voilà, oui, tout à fait. Oui, tu fais bien de préciser. C'est vrai que les demandes SIAO, elles ne se limitent pas aujourd'hui à l'hébergement sur le territoire de la métropole, puisque la commission accompagnement logement d'abord, qui, elle, est animée par la métropole, reçoit des candidatures du SIAO. En fait, c'est des demandes qui sont orientées par le SIAO, donc qui orientent vers des moyens d'accompagnement logement d'abord, mais pas que, aussi sur de l'intermédiation locative, etc. D'accord. Ok. Donc ça doit sûrement répondre à une partie de la question. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir aussi que, bah voilà, qu'institution et métropole, ça a pu aussi vous faire un peu bouger dans vos pratiques. Et puis, ce que tu soulignais sur l'accès à un référent social, c'est vrai qu'il y a eu une enquête qui a été menée dans la Drôme par le collectif des Bases, qui est un collectif de personnes concernées, accompagnées, et qui mettait bien en avant cette difficulté, donc après une enquête auprès des personnes, sur la complexité des démarches pour accéder au logement aujourd'hui, qui fait que si on n'a pas accès à un référent social, ça peut être très compliqué de faire valoir ses droits et de pouvoir un jour avoir un logement social sur les territoires où c'est tendu. C'est une enquête qui a retrouvé aussi dans le dernier éclairage régional de la Fondation Abbé Pierre, mais ça rejoignait bien les constats que tu pointais également après les permanences. Très bien. Et pour clôturer un peu les interventions, je proposais de passer la parole à Karine Salinas et Sandrine Ferrard du point accueil de l'ASSO, qui pourront voilà, présenter un petit peu les enjeux de coordination et de travail en commun entre les accueils de jour. Et ça pourra aussi faire le parallèle après dans les échanges avec ce qui est conduit aujourd'hui à Grenoble aussi sur les sujets de coordination des accueils de jour. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Et effectivement, moi, je vais plutôt vous présenter un travail collaboratif sur le territoire de Lyon-Villeurbanne. Un travail collaboratif entre accueil de jour qui a abouti à la création, en tout cas la réponse à l'appel à projet de logement d'abord.
par le collectif des accueils de jour, en tout cas des acteurs du collectif des accueils de jour. Donc, je vais commencer peut-être par vous parler et faire un point historique de l'évolution historique de ce travail collaboratif, parce que sans ça, on ne peut pas imaginer comment les choses se sont construites au fil du temps. Parce que donc, la création de cette plateforme, c'est quand même un long processus de collaboration et de mise en commun qui a été menée autour d'une approche centrée sur les besoins des personnes accueillies sur le territoire, entre accueil de jour. Et quand même, c'est assez ancien parce que ça a débuté en 1985. On parlait de la création des accueils de jour dans les années 90. Là, on est presque même en amont de cette date-là, puisqu'on avait sur le territoire une dizaine d'accueils de jour présents dans ces années-là. Enfin, peut-être un peu moins au démarrage, mais autour d'une dizaine. Donc, c'est entre le démarrage dans 85 et une dizaine d'années après, enfin, jusqu'en 95, que petit à petit, sur le territoire Lyon et Villeurbanne, a été mis en œuvre les prémices d'un maillage territorial. Il s'agissait au départ de la volonté de plusieurs acteurs, donc qui œuvraient autour de l'accueil inconditionnel du public à la rue, là, tous ces accueils de jour, d'échanger au sein d'une commission trimestrielle. En fait, c'était une commission, c'était une réunion de travail et ils échangeaient autour de la réalité rencontrée sur le terrain. Et ça permettait d'échanger aussi et puis d'améliorer la couverture territoriale des lieux ouverts sur la ville. Donc, comme je le disais, c'est une dizaine d'accueils de jour qui se réunissaient. Et même si ces accueils de jour, ils pouvaient déjà à cette époque-là partager des constats, des pratiques, des envies différentes, et qu'ils étaient plus ou moins axés sur les besoins primaires de la mise à l'abri, de l'hygiène, de l'alimentation. Chacun des intervenants avec sa spécificité, des fois des salariés, des fois plus de bénévoles, permettaient, ils échangeaient entre eux sur ce maillage territorial, en fait, à travers cette commission. Et petit à petit, cette commission, elle a permis une meilleure interconnaissance de ses membres et elle a mis au travail des thématiques, et notamment le premier, ça a été un document qu'elle a constitué, qu'elle a créé pour une meilleure interconnaissance. S'appelait l'accueil de jour et identité multiple. Par la suite, s'en est suivi d'autres mises en commun, le travail sur une charte d'engagement, reprenant les valeurs partagées des différents accueils de jour. Et pendant toutes ces années, la commission interassociative a continué son petit bout de chemin entre des réunions d'information, des réunions de travail sur les thématiques partagées et de la coordination, mais sans contractualisation, en fait, entre les structures participantes. Mais ça a permis de mettre en place des actions conjointes, notamment les conseils de vie sociale, des formations communes, sur la gestion de l'agressivité ou sur les conflits. Et ça a été un peu les prémices de cette collaboration. Donc, en résumé, là, on était un peu sur l'historique, hein, on va en arriver à la création de la plateforme. Sur ce résumé-là, on peut dire que le travail en commun, l'évolution, la première approche au fil du temps, ça a été un travail plus lié à un raisonnement en termes de besoins, c'est-à-dire un maillage territorial qui permettait la mise à l'abri, l'accès aux droits, mais aussi une approche principale en termes de couverture de besoins. À l'époque, on parlait de coordination alimentaire, on parlait de maillage de lieux d'hygiène, mais également en termes de complémentarité d'ouverture d'horaires ou de mission. L'objectif étant que tous ces projets rassemblés répondent aux besoins et de garantir une ouverture maximale à des publics différents et pour des besoins divers. Donc ça, c'était le premier temps, la première approche. Puis après, dans un deuxième temps, là où on a constitué la charte d'engagement, etc., c'était quand même, pour moi, c'est le démarrage, l'émergence d'un collectif, en fait.
Et ça correspondait surtout à une préoccupation complémentaire, c'est-à-dire être un interlocuteur crédible et audible des pouvoirs publics. C'était commencer à montrer, à voir ce qui était fait pour répondre aux besoins. Et donc, la notion de collectif est née de la volonté qui a été exprimée par chaque association de réagir un peu de façon concertée vis-à-vis des pouvoirs publics, en proposant des solutions qui étaient élaborées et discutées en commun, ce qui était un peu nouveau. Et dans ce même temps, hein, comme tu as pu le dire, Justine, les structures se sont professionnalisées, ont développé des compétences en interne, ont embauché en fonction de leurs besoins des professionnels qui pouvaient être plus qualifiés. Les nouvelles missions se sont développées au sein des structures et on a vraiment un accompagnement social qui a pu se mettre en place, notamment dans le cadre au départ du RMI, puis du RSA, des permanences d'accès aux soins, de la domiciliation, des permanences de recherche d'emploi, du diagnostic SIAO, là, comme on parlait précédemment sur la permanence pour aller vers. Et tout ça fait par le collectif, en fait, de façon plurielle, en fait, parce que chacun ne fait pas tout, en fait, mais le collectif fait. Et donc, c'est bien là que maintenant, là, se situe ce troisième temps de coopération des accueils de jour qui est ciblé sur les personnes. Et là, je vais parler du coup de la création de cette plateforme des accueils de jour et que c'est un temps de formalisation supplémentaire, en fait, de maillage sur le territoire et de coopération. Et elle s'est caractérisée par la constitution d'un groupement pour répondre à l'appel à projet et obtenir des financements collectifs dans la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt du logement d'abord. Parce que on a été également un territoire de la mise en œuvre accélérée de la politique du logement d'abord là sur Villeurbanne et Lyon. Donc, juste pour vous dire, ça a été donc un groupement, là, on a été au sein du collectif 12 accueils de jour qui ont répondu à cette création de plateforme. Donc, seul un accueil de jour du territoire, du collectif, n'est pas impliqué dans cette plateforme. Et c'est un accueil de jour qui a des spécificités parce qu'il accueille un public orienté jeune, avec une orientation hébergement propre. Donc, voilà. Jusque-là, tous les autres acteurs ont répondu favorablement et se sont impliqués dans cette plateforme. Donc, cette plateforme, pour préciser un peu, elle se décline en 3 objectifs partagés. On aime bien le chiffre 3, ça parle à tout le monde. Donc, on est au démarrage, la création d'un langage commun entre accueil de jour. On va un peu plus loin autour de ces questions. La notion de multi-référence entre les lieux repères et de repérage. Je vais expliquer comment on définit ça. Donc, on a à peu près tous la même définition d'un lieu de repère et repérage sur les accueils de jour. Et je vais peut-être un peu l'expliquer. Et l'évolution du dispositif apparaît à partir de la parole des usagers et de la participation des usagers. Donc, ces 3 axes-là de cette plateforme, c'est ce qui est mis au travail et qui est financé dans le cadre de la politique du logement d'abord, pour le collectif des accueils de jour. Enfin, je ne vais pas l'appeler collectif parce qu'il n'y a pas tout le collectif, mais la plateforme des accueils de jour Lyon-Villeurbanne. Donc, le premier point, on parle du langage commun. Donc, ce langage commun, il se décline en plusieurs actions. On a la formation inter-accueil de jour. On a le développement de l'accès aux droits et de l'accompagnement de la rue au logement. Et on a la rédaction d'une note mensuelle d'analyse sur ce qui est fait et un site internet inter-accueil de jour à destination des bénéficiaires, principalement. Donc, le langage commun, comme je disais, c'est plusieurs formations communes, inter-accueil de jour. Là, qui réunit à peu près 40 salariés.
On a fait donc la gestion de l'agressivité en 2018, bien avant la création de la plateforme. Et puis, depuis la création de la plateforme, on est sur une formation rétablissement. Et puis, on a également la paire et danse, puisqu'on a un des accueils de jour qui pratique la paire et danse, le point accueil, hein, notamment celui sur lequel je suis. Et là, on a créé une formation de partage d'expérience entre inter-accueil de jour. Donc là, on parle de langage commun, de façon à ce qu'on ait des techniques connues de tous. Et la notion de rétablissement, c'était inscrire chaque intervenant des accueils de jour dans un cadre commun de référence pour la mise en œuvre de l'accompagnement des personnes. Alors, quand je dis commun de référence, c'est pas qu'on fait tous pareil, hein. C'est qu'on a une philosophie de la prise en charge du pouvoir d'agir, de la place de l'usager. Donc, quand on parle après du deuxième point, c'est le développement de l'accès au droit et à l'accompagnement de la rue au logement. Là, il faut savoir qu'il y a des intervenants de la plateforme qui, eux, ont répondu à un appel à projet de logement d'abord de façon individuelle, donc comme accueil de jour, et qui font du logement d'abord, c'est-à-dire ils ont mis en place de la captation de logement, etc., pour leur public qui est ancré dans leur accueil de jour et qu'ils accompagnent, etc. Là, on parle plutôt de repérer des lieux de repérage et des lieux repères des personnes accompagnées dans les accueils de jour et comment on peut mettre des indicateurs permettant de les repérer et de faire remonter les besoins et aussi de les accompagner dans ces démarches-là. Donc, quand on parle de lieux repères, on parle, donc je vais dire la définition parce que c'est un peu plus compliqué d'expliquer, mais on disait que c'est à partir de pratiques collectives de rétablissement et des actions spécifiques opérantes au sein des accueils de jour, c'était favoriser le maintien des liens sociaux, permettant d'investir un nouveau mode d'habiter des personnes en grande exclusion. Là, on est sur l'accompagnement global, on est sur la référence, on est sur l'accompagnement en référence unique, mais en multi-référence, puisque c'est inter-accueil de jour. Et puis, le lieu de repérage, c'était à partir de l'inconditionnalité de l'accueil, c'est repérer les personnes sans abri relevant du logement d'abord et favoriser l'émergence d'une demande de logement. C'est accompagner les personnes dans le cadre du logement. La logique là, de cette plateforme et dans le cadre du langage commun, c'était de rendre visible et efficient cette partie dynamique d'accompagnement vers le logement des publics. Et du coup, au sein de chaque structure, il fallait qu'on mette en exergue les accompagnements vers le logement. Donc, dans ce cadre-là, il convenait, enfin, ce qu'on travaille actuellement et qui est un peu difficile, hein, j'avoue, c'est un travail de longue haleine, c'est de mutualiser les remontées d'informations quant à ces pratiques et de créer des indicateurs communs de repérage. À cela, du coup, une fois qu'on a ces indicateurs et tout ça, c'est l'analyse aussi de ce qu'on peut observer et de comment travailler et améliorer les pratiques. Et là, il y a j'en vois au deuxième point, qui est la rédaction d'une note mensuelle d'analyse et de perspective. Donc, ça permet à la plateforme de consolider des notions, des pratiques communes, une identité d'accueil de jour, comme lieu repère logement d'abord. Et ces notes, elles s'inscrivent dans l'objectif de faire évoluer aussi les pratiques et les identités, parce qu'il y a beaucoup de concertation autour de ces écrits et un cheminement pour qu'on trouve un consensus et un langage un peu commun. Et puis, parallèlement, on a mis en place un site internet inter-accueil de jour à destination des bénéficiaires pour leur permettre de repérer rapidement les services ouverts et qui fonctionnent en temps réel, en fait. Donc ça, c'était le premier point de la création de la plateforme. Oui. Tu veux dire quelque chose, Justine? Non, vas-y. Peut-être qu'il va falloir clôturer d'ici 3-4 minutes pour laisser un peu les questions s'il y en a. Voilà, je savais que ça allait être… Non, mais c'est très bien. Je vais faire rapide. Je vais faire rapide sur les autres points. Donc, sur les autres points, on avait la notion de multi-référence entre les lieux repères.
Là, sur ce deuxième point, ce qui a été créé au niveau de la plateforme, c'est une instance de dynamisation des parcours. Ça, c'est un joli mot. Là, au départ, on l'appelait comité technique. C'était parce que comme on avait constaté que le portage collectif de certains suivis, ça permettait d'accélérer les solutions apportées aux personnes et de mobiliser efficacement ces solutions de relogement, qu'on a mis en place cette instance. Et elle vise à favoriser la circulation des personnes dans les différents accueils de jour et d'échanger autour des situations partagées. C'est à peu près 70 situations en 2021 qui ont été partagées et on avait à peu près entre 7 et 14 participants des structures. C'est surtout aussi prendre en compte les situations complexes et la gestion des interventions auprès des personnes. Parce qu'on sait que les personnes naviguent d'un accueil de jour à l'autre, et ce qu'on trouve, voilà, qui fait partie du fonctionnement des spécificités de ce public-là, qu'on doit respecter et qu'on doit accompagner au mieux à partir de cette réalité, en fait. C'est pour ça que cette instance de dynamisation a vu le jour. Et que les spécificités de chaque accueil de jour permet une référence et un accompagnement sur le parcours de ces publics. Voilà, ça c'était le deuxième point. Et cette plateforme, ce que je disais sur le troisième point, c'est l'évolution du dispositif à partir de la parole des usagers et la participation des usagers. Donc, on a mis en place une démarche de participation des personnes concernées. Bon, moi, ça, je crois que dans tous les projets, ça y est maintenant, hein, donc on ne va pas non plus s'étaler dessus, ce qui est important. Et puis, je pense qu'après, ça va être repris par le prochain intervenant. C'est qui, d'ailleurs Julien. Voilà, il va sûrement parler aussi sur cette question de participation. Donc, c'était placer les publics bénéficiaires au cœur de la démarche pour faire évoluer aussi cette plateforme, ce dispositif, voir les démarches à entreprendre, les nouveautés à mettre en œuvre sur le territoire pour mieux répondre à leurs besoins. Donc, on a des périodes d'immersion au sein des accueils de jour. Les uns les autres vont voir les accueils de jour. Les publics peuvent partager et aller rencontrer d'autres accueils. On a la création d'une démarche d'un groupe de personnes concernées, d'une démarche d'évaluation auprès d'un groupe de personnes concernées. Et puis, comme je disais, la paire aidant se partage d'expériences autour de la place des bénéficiaires au sein des accueils de jour. Bon, je conclus du coup. Hein, enfin, voilà. L'intérêt de cette plateforme et peut-être la visée, ça serait d'affirmer la place des accueils de jour, là, de ce collectif, au sein d'un service qui est quand même un service public, hein, rendu à un public spécifique, en fait, qui échappe au droit commun et aux mailles du filet, quoi. Et qu'on soit quand même aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, les professionnalisations et du coup, l'expertise qu'on a reconnue comme un acteur incontournable de la veille sociale. En fait, c'est un peu ça qu'on a voulu promouvoir dans le cadre de cette plateforme aussi. Voilà. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir comment, du coup, en mettant en commun ensemble, vous avez pu créer des pratiques communes, des formations communes et aussi des suivis communs sur des situations peut-être plus préoccupantes, plus vulnérables, ou qui vous questionnent en tout cas dans les différents accueils de jour. Il y avait une question qui a été posée dans le chat, c'était doit-on vraiment utiliser et accepter le terme de sans-abrisme comme un statut significatif aussi d'une forme de résignation et de banalisation? Donc ça a été posé par Martine François de RESF. Et je ne sais pas si vous avez, voilà, en tant qu'intervenant et responsable d'accueil de jour, une réponse ou des éléments, en tout cas, qui peuvent reprendre un peu ce questionnement sur ce terme de sans-abrisme qu'on peut utiliser effectivement pour désigner les personnes sans domicile, qui peuvent les figer un peu dans un statut qui leur correspond pas forcément. Je sais pas si ça vous évoque des choses ou s'il y a d'autres intervenants dans le public qui veulent répondre. Moi, je peux me tenter à une réponse. C'est pas un statut,
Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est plus l'idée d'un moment donné de circonscrire en tout cas le sujet quand on parle sur le sujet, mais effectivement, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut faire attention, en tout cas, à l'utilisation qu'on en fait et à quel moment on l'utilise. Et peut-être que même dans les propos qu'on a pu tenir, des fois, on l'utilise pas forcément à bon escient, au bon moment, au bon endroit. Mais voilà, après, je pense que nous, on a un vaste débat, en tout cas en interne, sur on a des séminaires avec une intervenante en ce moment autour de la question de l'éthique, et notamment l'éthique de l'accueil et l'éthique du travail avec les bénévoles et les différents types de bénévoles. Et c'est un sujet qui est revenu de façon assez rapide et en boomerang un peu dans le visage de tout le monde sur la dichotomie qu'on faisait entre bénévoles et les bénévoles issus du public. Et on s'est dit, bah, non seulement, là, ils essayent de faire un pas vers l'engagement, etc. Et nous, on les ramène à leurs conditions d'accueillis en les appelant bénévoles accueillis. Donc, du coup, on a décidé de façon assez rapide et assez claire d'arrêter de différencier les bénévoles. Tous ceux qui souhaitent être bénévoles sont des bénévoles et font partie de l'équipe bénévole, quoi. Et quand ils sont dans un moment où ils sont accueillis, bah, ce sont les personnes accueillies dans notre structure. Voilà. Mais du coup, on distingue ces deux moments-là. Après, la question du sans-abrisme, oui, voilà, c'est jamais évident. En plus, elle a des connotations multiples, mais ça, je pense que Julien est bien plus fort que moi pour pouvoir expliquer ce genre de choses-là. Merci Richard. Mais on voit effectivement que cette question du vocabulaire, elle traverse un peu toutes les interventions, puisque c'était aussi un des points présentés par Karine de l'asso qui a été pas mal du coup travaillé entre accueil de jour pour voilà, est-ce que tout le monde utilise les mêmes termes, la manière dont on considère les uns et les autres, et qui n'est pas toujours simple à partager dans ces contextes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions, peut-être aussi sur la coordination des accueils de jour? Voilà, est-ce que sur le territoire isérois, elle fonctionne un petit peu pareil qu'à Lyon? Ou est-ce que ça prend des formes différentes? Est-ce que les sujets liés au travail se rejoignent et sont communs ou pas? Vas-y, Karine. Ouais, Karine, vas-y, si tu veux reprendre la parole, mais n'oublie pas d'allumer ton micro. Non, non, il y a une mauvaise manipulation. Ah d'accord, donc pas de main levée. Du coup, pour répondre à ta question sur la coordination, parce que je pense que peut-être pour le coup, en Isère en tout cas, on a une coordination qui existe depuis 2014, qui réunit les 11 accueils de jour de l'Isère, avec des accueils de jour à la fois bénévoles, des accueils de jour avec des salariés. Et l'idée, on a des objectifs de partage d'expérience, en tout cas, d'échange sur les réalités quotidiennes aussi, et notamment sur les situations sociales des différents territoires. Et puis après, de la même façon, on a des rencontres, enfin on essaye, c'est pas tout le temps évident. On en a fait pas mal les premières années, un peu moins en ce moment, et puis depuis 2019-2020, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, on fait des rencontres aussi autour de formation. Là, on en a une bientôt qu'on a mutualisée autour de l'accès au coffre-fort numérique, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc mais du coup, voilà, ça sert aussi d'espace de rencontre et beaucoup d'échanges opérationnels sur le terrain quand même. Enfin, ça nous permet de construire en tout cas des réponses, notamment par rapport au dispositif de veille sociale de l'État aussi, quand il y a soit des imbroglios, soit des mécompréhensions, soit des choses sur lesquelles on n'est pas forcément tout le temps d'accord non plus. Ça, je pense que c'est important en tout cas d'avoir ces espaces un peu. La coordination, elle est exclusivement entre salariés. Il y a pas enfin, il peut y avoir quelques bénévoles pour les structures qui sont 100% bénévoles, mais c'est plutôt une coordination qui est très opérationnelle en tout cas. Contrairement à un autre groupe j'ai perdu, voilà, j'en parle et j'en perds le nom, sur le territoire plutôt grenoblois cette fois-ci, sur les associations de lutte contre la précarité. Il y a un regroupement et qui est lui plutôt sur des aspects de discussion, en tout cas entre les personnes entre des acteurs un peu plus larges que exclusivement les accueils de jour. Il y a des accueils de jour, mais aussi il y a les Restos du Cœur, il y a aussi d'autres acteurs en tout cas qui sont autour de la table. Ils vont peut-être réfléchir un peu plus largement en tout cas sur d'autres problématiques. Nous, on est plutôt centré sur des questions opérationnelles et de formation. Voilà. Ok, merci. Oui, et c'est vrai qu'à Lyon, on voit, ils ont été jusqu'à essayer de développer une participation un peu commune entre les personnes des différents accueils de jour, ce qui doit aussi être
Intéressant. Il y avait des questions donc, sur les possibilités de rémunération, notamment par les ateliers développés par Point d'eau. Y a-t-il nécessité d'avoir un titre de séjour permettant d'exercer une activité professionnelle ou être accessible à tous? Alors peut-être je peux vous faire une première partie et Richard tu pourras me compléter. Mais c'est vrai qu'il y a donc les ateliers chantiers d'insertion qui relèvent du coup de l'insertion par l'activité économique et donc du droit du travail, où là il y a forcément nécessité d'avoir un droit au travail, donc un titre de séjour. Donc ça va être le cas par exemple pour votre ACI cuisine, si j'ai bien compris. Et après, il y a les ateliers d'adaptation à la vie active qui historiquement se sont développés en lien avec des CHRS et qui là, pour le coup, ne relèvent pas du droit du travail. Donc c'est des structures qui peuvent être pas forcément consensuelles puisque voilà, on peut aussi développer des pratiques dans les AVA qui peuvent être voilà, questionnées et questionnables. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces AVA, vu qu'ils ne relèvent pas du droit du travail, permettent effectivement à des personnes qui n'ont pas de droit au travail et donc pas de droit au séjour de pouvoir avoir un pécule, puisqu'on ne parle pas de salaire, vu que ce n'est pas du droit du travail, mais d'exercer une activité et d'avoir un pécule qui correspond en fonction de ces ateliers à un certain pourcentage du SMIC. Et donc c'est ça que vous souhaiteriez éventuellement expérimenter ou développer, si je comprends bien Richard, mais qui n'existe pas encore aujourd'hui à Point d'eau. Exactement, parce que les AVA sont exclusivement réservés au CHRS. Nous n'avons pas le statut CHRS. Donc à ce jour, on ne peut pas utiliser le statut d'AVA en tout cas. Mais il y a une réflexion en tout cas pour monter un espace expérimental qui peut s'apparenter au même type de procédé que les AVA. Et effectivement, nous, l'atelier cuisine, qui est aujourd'hui un atelier bénévole, peut à certains moments, dans certains cadres, être extrêmement productif aussi et pourrait dépasser en tout cas cette question du bénévolat. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui soit sont en attente, soit n'ont pas de papier aussi sur ces ateliers et du coup peuvent aujourd'hui, en tout cas, sont dans des blocages qui sont extrêmement difficiles à dépasser. Et je pense que c'est l'intérêt, en tout cas, d'un dispositif expérimental, c'est d'avoir des propositions pour dire aujourd'hui, les gens sont motivés, quoi, et puis c'est une espèce c'est un préalable et c'est à la fois pour aller chercher un petit pécule, effectivement, mensuellement et pas exclusivement dépendre de l'aide sociale générale. Et ce qui est difficile à vivre pour un certain nombre de personnes aussi, de toujours être dans la demande d'avoir une aide financière, d'avoir, etc. Et de pas avoir la possibilité, quelque part, de pouvoir, entre guillemets, la chercher, cette aide financière, au-delà de la demander. Et je pense qu'il y a plein, en tout cas, nous, on a plein de personnes en situation d'exil, notamment, qui ont envie de bosser, qui sont là, qui ont vraiment voilà, mais qui aujourd'hui sont bloqués par la situation. Alors, on peut aussi travailler sur le fait de travailler du plaidoyer pour aller pour faciliter le travail des personnes, notamment dans la période d'attente d'obtention des titres de séjour. Mais voilà, dans l'attente, en tout cas, de cette possibilité-là, ça nous semble être une option qui peut être intéressante. Voilà. Après, on peut essayer je pense que l'AVA aussi, tu as raison, ça peut être des fois des sources entre guillemets d'exploitation avec si c'est mal géré, et ça peut être aussi des fois des sources de réussite aussi si c'est géré sur des supports. Nous, l'objet, c'est d'en faire de travailler ça sur des supports qui sont plutôt positifs. C'est pas de faire le ménage aux personnes dans Point d'eau. Voilà. L'objet, c'est de travailler plutôt sur les questions de cuisine et d'alimentation voilà. C'est ça qui nous intéresse en tout cas. Super, merci. Il y aura encore 2 questions, puis après on laissera la parole à Julien Lévy. Donc il y a Martine François qui demande est-ce que le manque d'offres d'hébergement, et on pourrait aussi ajouter de logement, n'allonge pas significativement la souffrance ou la gravité, je suppose, donc des situations, des personnes que vous pouvez accueillir dans les accueils de jour. Donc je ne sais pas, forcément ça y contribue en tout cas, et je ne sais pas si vous avez pu voilà, voir une évolution sur les dernières années. Est-ce que les pénuries d'accès à une offre d'hébergement ou de logement un peu stable se sont aggravées sur vos territoires? Et est-ce que ça a changé significativement aussi vos interventions ou la manière d'agir auprès des personnes que vous pouvez accueillir? Je ne sais pas là-dessus. À Lyon et Grenoble, vous êtes plutôt dans des territoires tendus, donc effectivement, vous devez être confrontés à ces situations. Je ne sais pas si du coup, Karine, tu veux... Oui, juste, je crois qu'effectivement, la pénurie, ou en tout cas l'augmentation du délai d'attente, que ce soit en termes d'hébergement ou de logement, en tout cas, pour nous, il nous semble que
ça a participé à ce que l'accueil de jour prenne une place plus centrale, en fait. Parce qu'effectivement, les personnes se sont retrouvées très longtemps à la rue, et du coup, la mise à l'abri en journée, l'accès aux services primaires, et du coup, tout l'accompagnement, parce que vous parlez effectivement de gravité de situation, de souffrance des personnes qui vont petit à petit décompenser dans ces situations-là, ou en tout cas avoir des problématiques qui vont être surmultipliées du fait de la précarité de la situation, a fait aussi qu'en face, l'accompagnement a dû s'adapter et se renforcer. D'où un peu l'intérêt de ce dont parlait Karine tout à l'heure par rapport à la question de l'instance de dynamisation des pratiques, qui est aussi des parcours, pardon, qui est aussi un lieu qui permet aux gens les plus éloignés de pouvoir continuer de bénéficier d'une domiciliation, d'un suivi RSA quand c'est le cas, d'un accompagnement, et que du coup, c'est aussi à plusieurs qu'on arrive à porter ces situations complexes, et où on essaye en tout cas d'être dans du droit au recommencement, dans de la lutte contre le non-recours, voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y avait une dernière question qui était sur la participation. Et est-ce que vous essayez dans la participation d'avoir un objectif que cela représente les différents publics accueillis? Et si oui, quels outils vous mobilisez et quelles difficultés vous rencontrez pour impliquer et représenter la pluralité des publics accueillis? Donc ça, je pense que vous pouvez les uns et les autres avoir des éléments là-dessus. Est-ce que vous avez cet objectif et si oui Alors sur la question de la participation, je pense que c'est comment dire, je sais pas si on la cible en termes d'objectifs, c'est plus en termes de considération des personnes qu'on reçoit, et du coup de se dire si la personne elle a envie de s'impliquer, elle a envie de participer, elle a la possibilité de le faire. Et par contre, en termes de ce qui nous semble important, c'est d'ouvrir le champ des possibles dans la participation, et pas de se limiter à des espaces où la personne elle doit prendre la parole en public, parce qu'il y en a qui parlent pas forcément français et qui ont aussi envie de s'impliquer. Donc de pouvoir créer, en tout cas générer des espaces qui sont suffisamment larges et qui permettent à des personnes très différentes de s'engager, de pouvoir s'engager. Moi, je pense souvent sur les services pour les gens qui viennent nous accompagner comme bénévoles les matins. Il y a des gens qui sont sur les machines à laver où il n'y a pas besoin d'avoir une maîtrise du français parfaite, et par contre, il y a des gens qui sont sur l'accueil où là, il y a besoin d'avoir une maîtrise du français un peu plus forte parce qu'ils sont bombardés de questions toute la matinée. Donc, c'est des espaces différents, mais ça permet en tout cas des différents types de personnes de s'impliquer. Il y a des espaces où quand on est sur la cuisine, on n'est pas obligé, pareil, de prendre la parole en public, on n'est pas obligé de s'impliquer de façon ultra forte. Par contre, quand on est là, et puis on prépare la cuisine avec les autres personnes. Voilà. Donc je pense qu'il faut, pour une réussite en tout cas dans la participation, il faut avoir la possibilité de proposer un panel de possibilités de s'impliquer très différentes, et ce qui permet du coup à chacun prendra sa place s'il sent qu'il peut la prendre, quoi. S'il en a à la fois la capacité et à la fois si la structure la volonté en face qu'il prenne cette place-là. Donc je pense que ça vient bien des deux côtés, mais il faut que la structure elle ouvre des postes aussi qui soient accessibles à un moment donné. Je sais pas si je réponds. Mais bon. Si, je pense que c'est un élément de réponse. Je ne sais pas si on a d'autres, du coup, du côté lyonnais ou du côté des participants aussi. Parce que peut-être qu'il y a d'autres accueils de jour parmi les participants. Alors, si je ne vois pas d'autres mains levées, d'autres questions, ou d'autres micros qui s'allument, on va pouvoir peut-être passer la parole à Julien Lévy, grand témoin de ce webinaire, qui va engager une petite synthèse pour clôturer l'atelier, et puis on pourra aussi avoir un dernier temps d'échange s'il y a de nouvelles questions ou de nouvelles interventions sur les sujets. Mais sinon, Julien, tu as la parole. Merci Justine. Je voyais juste qu'il y avait Anissa qui invitait Véronique Mangin à s'exprimer sur un point. Alors, je ne sais pas si c'est préférable qu'elle le fasse peut-être avant, Véronique répond non. Donc voilà. Déjà bonjour à toutes et tous. Merci pour ces interventions. L'exercice de synthèse, il va être un peu compliqué, hein. Mais en tout cas, on a eu quand même la possibilité, au travers des différentes interventions, de voir beaucoup d'éléments qui nous informent aussi du rôle
des accueils de jour. J'avais envie de refaire un petit saut en arrière, même si Justine, tu l'as déjà fait un peu en revenant sur des questions historiques, hein. Mais en fait, il y a plusieurs points qui sont intéressants et qui font que il y a notamment un rapport qui est important qui est paru sur la question des accueils de jour en 1995, qui était dirigé par Daniel Huège, à la demande du secrétariat d'État à l'action humanitaire d'urgence, qui était à l'époque, le secrétaire d'État était à l'époque Xavier Emmanuelli, et qui a beaucoup participé à réunir un certain nombre de questionnements autour des accueils de jour. Et il y a beaucoup de termes qui ont été employés aujourd'hui qui figuraient déjà en fait dans ce rapport-là. Je pense notamment au terme de redynamisation qui apparaissait dans ce rapport, où était indiqué notamment que la question au-delà de l'offre ponctuelle d'aide ou d'orientation, etc., la mise en œuvre au sein des accueils de jour d'action visant la redynamisation des personnes et favoriser leur implication et leur responsabilisation dans le fonctionnement quotidien du dispositif. Je crois qu'on a, au travers des exemples à la fois de points d'eau et de ce qui est fait dans les accueils de jour lyonnais, on voit que ces points-là sont toujours d'actualité. En fait, ce qui est intéressant, c'est de constater que la question qui se posent aux accueils de jour depuis leur création et leur renforcement dans le rôle dans le cadre de la veille sociale et du développement des dispositifs de l'urgence, ça a été une question constante de se définir, se redéfinir, s'adapter, etc. Et on a eu une très belle illustration aujourd'hui de voir comment, finalement, cet exercice de définition et de redéfinition ne s'arrête pas et renvoie aussi à quelque chose qui est extrêmement important, qui est le rôle à la fois de sentinelle que jouent les accueils de jour, c'est-à-dire d'être par leur caractère généralement inconditionnel, le rôle qu'ils jouent au contact quotidien des personnes, d'être dans une connaissance fine des situations, une observation de première ligne au contact des personnes, etc. Et en même temps, une tentative de répondre et de s'adapter à ces besoins en essayant de faire évoluer aussi la façon dont ils agissent au quotidien vis-à-vis de ces personnes. C'est-à-dire qu'au-delà d'être dans quelque chose qui relève strictement de la satisfaction des besoins primaires et vitaux, l'alimentation, l'hygiène, etc., on voit comment se sont développées une panoplie de services, d'adaptations, désormais orientés autour de l'accès aux droits, de l'accès au logement, de l'accès à l'emploi, à la formation, etc. Donc, il y a eu des choses et des évolutions. En fait, il y a un deuxième élément qui est important là-dessus et qui renvoie aussi à une dimension un peu historique autour de la question des accueils de jour, c'est que dans les années 90 et jusqu'aux années 2005, ce qui était pointé, c'était l'hétérogénéité, en fait, des pratiques qui avaient cours dans les accueils de jour. Et ça a été pointé, y compris comme une difficulté potentielle pour un certain nombre de personnes qui travaillaient dans des groupes de travail autour de ces questions et qui indiquaient que cette question de l'hétérogénéité, elle pouvait poser problème et peut-être poser la question de la légitimité des accueils de jour pour s'inscrire dans un cadre de politique publique en fait lié à la question de la prise en charge des sans-abri. Et en fait, on voit au travers à la fois du propos de Richard qui en a parlé sur l'articulation, les interconnexions partenariales à l'échelle du département ou du territoire de l'agglomération, mais en particulier plutôt sur l'intervention de Karine et de Sandra, sur cette question d'une harmonisation, d'une coordination des accueils de jour pour travailler de façon non pas identique, mais cohérente, articulée et avec une préoccupation commune. Et puis, il y a un terme qui est revenu quand même à plusieurs reprises, qui est la question, et notamment en intervention de Karine, qui est la question de la crédibilité, être un interlocuteur crédible et audible. Et on voit bien que les accueils de jour, même si leur place aujourd'hui, hier déjà dans le cadre de l'urgence sociale et de la veille sociale était déterminante, prépondérante, etc., et qui, j'y reviendrai aujourd'hui, joue encore un rôle peut-être encore plus important avec le développement de l'approche logement d'abord et cette question du passage peut-être directement de la rue au logement, on voit comment, malgré tout, les accueils de jour sont toujours dans une quête de crédibilité ou de légitimité à pouvoir porter une parole sur une connaissance fine des publics et des besoins et peut-être des choses à mettre en œuvre. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir comment les choses se mettent en place dans une articulation, une coordination, une manière dont s'étoffent les services pour essayer de mieux répondre à la réalité et aux évolutions de la situation vécue sur les territoires. Je trouve que ce que disait Richard sur l'exemple du nombre de plus en plus important de personnes qui viennent avec des vélos plutôt qu'avec des chiens, comme ça pouvait être le cas peut-être précédemment. Voilà, aujourd'hui, et c'est peut-être le lien aussi qui fait avec la question de Martine François sur ces questions des difficultés de plus en plus durables des personnes, etc. On voit que le rôle des accueils de jour aujourd'hui, c'est d'être à la fois un espace d'accueil qui va permettre de réguler, de tamponner aussi sur des difficultés durables d'accès à l'hébergement ou au logement, et qui sont là au quotidien pour apporter des ressources, des droits. On voit notamment quand Richard ouvre la question des possibles AVA et d'une rémunération au pécule, que l'idée, c'est de trouver des stratégies aussi pour venir pallier à des difficultés durables, structurelles du secteur AHI qui ne peuvent pas aujourd'hui être totalement réglées.
Je pense que ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui, et on entend bien ces articulations, on parle de logement d'abord, on voit aussi l'intervention de Margot, hein. On voit aujourd'hui que les accueils de jour sont un acteur pivot, alors, enfin, pas contrairement, mais à la différence de ce qui a été dit à la fois par Richard, par Karine, c'est pas pour moi que la question du rôle pivot dans la veille sociale, mais en fait, avec le développement de l'approche logement d'abord, ça dépasse le cadre strict de la veille sociale. À l'époque, quand on parlait de la veille sociale, on se disait, on a les accueils de jour, les maraudes et le 115 qui sont là pour être en proximité avec les acteurs, identifier les réalités, etc. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur la question du 115, mais le rôle de veille sociale du 115, il est extrêmement compliqué. On voit comment les chances fonctionnent et le recueil de données, ce qui en est fait, c'est pas véritablement quelque chose de très simple. Les maraudes, effectivement, il y a un accueil, un contact de première ligne, mais les maraudes sont également impliquées maintenant de plus en plus dans les approches logement d'abord, mais on ne se limite pas au strict cadre de l'urgence sociale. Aujourd'hui, les accueils de jour, leur rôle, il est transversal, c'est-à-dire qu'il est aussi là, on entend parler, alors j'aurais aimé avoir un peu plus d'éléments d'ailleurs de la part de Karine sur ces questions des indicateurs qui permettent de repérer des personnes. Je suis un peu resté sur ma fin là-dessus, mais peut-être qu'elle aura l'occasion de préciser un peu quelle est la nature de ces indicateurs. Mais le rôle aujourd'hui des accueils de jour, il est effectivement bien au-delà d'une simple question de la veille sociale, mais il s'inscrit comme un acteur pivot dans le secteur AHI. Donc, dans ce contexte-là, la question qui se pose, c'est comment finalement tenir tous ces bouts, c'est-à-dire à la fois une logique qui est un accueil inconditionnel visant tout de même à assurer la satisfaction des besoins primaires et vitaux, et au-delà de ça, à tenir une continuité et à essayer de faire en sorte que des personnes dans des situations précaires durables puissent réussir à vivre tant bien que mal, hein, par le biais de ressources, par le biais d'un accès à l'hygiène, à l'alimentation, etc. Comment finalement, au-delà de ça, le rôle de ces accueils de jour est dans un rôle aussi de lutte contre le non-recours. La question de la difficulté d'accéder à des référents sociaux a été évoquée et on voit comment cette difficulté-là, aujourd'hui, elle est en partie palliée par une action assurée d'accès aux droits par les accueils de jour. Comment finalement ces accueils de jour se retrouvent également à assurer une mission d'accès vers le logement, tout en étant dans une relation partenariale et dans un lien avec les pouvoirs publics. Donc voilà, on a aujourd'hui eu à la fois la démonstration de toute la panoplie qui s'est développée en termes à la fois d'évolution de pratiques, etc., mais aussi de répertoire d'action par le travail pair, par du bénévolat qui implique désormais des personnes qui ont fréquenté les lieux, etc. Donc une grande évolution, mais en même temps une vraie difficulté aujourd'hui, pour moi, à tenir dans la durée avec les moyens qui sont aujourd'hui ceux des accueils de jour pour tenir l'ensemble de ces différentes missions. Merci beaucoup, Julien. Et s'il y a des réactions, soit de vos intervenants ou intervenantes, soit des participants et participantes sur cette synthèse. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le fait de sortir, enfin en tout cas de la sortie de la question de la veille sociale. Hein. Ça fait des années qu'on dit qu'on est en étayage aussi des dispositifs autres. Je pense quand une personne est réintégrée dans un parcours d'accompagnement social au département, etc. Quand il y a clash, elle revient où? Elle revient à l'accueil de jour. Et l'assistante sociale appelle qui? Appelle des fois l'accueil de jour en disant je vois plus monsieur, ça s'est mal passé, etc. Et du coup on va accompagner la personne au SLS, etc. Le logement d'abord nous permet réellement effectivement de sortir, en tout cas de sortir du cadre veille sociale classique. Et là, la question du chantier d'insertion, de la même façon, va nous permettre de toucher la question de l'emploi. Mais c'est pas l'objet, encore une fois, c'est pas le remplacement, c'est bien de pouvoir étendre, en tout cas, le raccrochement. Enfin, souvent, moi, je faisais un dessin à un moment en disant, on a, comment dire, le tunnel est de plus en plus long pour accéder à l'emploi, pour accéder au logement, pour accéder à l'hébergement. Alors, au logement, aujourd'hui, ça se résout un peu plus facilement avec le logement d'abord. Mais du coup, il faut remplir à un moment donné ce tunnel et trouver un système pour pouvoir accéder à des zones d'emploi qui avant pouvaient passer peut-être par l'assistance sociale, pouvaient passer par différentes marches, mais ces marches sont de moins en moins accessibles, quoi. Parce qu'il y a une quantité de personnes extrêmement importante, en tout cas, qui aussi embolise finalement tout le système et qui empêche les personnes d'avoir accès directement. Justine, si tu m'autorises, je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Richard, parce que ça permet d'ouvrir sur quelque chose qui a peu été évoqué, qui est la question aussi
au-delà de l'amont et de cette question de l'accès au logement, c'est cette question aussi de ce qui se joue avec aussi la transformation induite par la mise en œuvre du logement d'abord et une approche centrée sur le domicile, qui renvoie, et c'est pas une nouveauté, hein, on le perçoit par la mise en œuvre, à beaucoup de questions relatives à l'isolement social, relatives à des choses où finalement les accueils de jour jouent aussi un rôle de guichet, un rôle de support, un rôle de soutien, un rôle de ressources dans des cas où il va y avoir des difficultés potentielles, etc. Ou pas que des difficultés potentielles, des difficultés qui peuvent être personnelles, à avoir besoin aussi de fréquenter des gens. On voit qu'il y a eu notamment, Totem avait fait le pari, par exemple, de créer un service logement d'abord disposant d'une permanence d'accueil à Grenoble. C'est pas le cas des chez soi, c'est pas le cas de beaucoup de services logement d'abord, ce qui fait que cette dimension collective d'espace de socialisation qui est jouée par les accueils de jour en amont de l'accès au logement ou de l'hébergement peut l'être aussi en aval. Et on ajoute à ça, j'avais eu l'occasion de le dire dans un temps préparatoire à cet atelier, mais qu'au-delà de ça, les accueils de jour, du fait de leur caractère inconditionnel, sont aussi un espace qui s'ouvre à des personnes qui ne sont pas nécessairement des personnes sans abri, mais qui sont aujourd'hui des personnes dans des situations précaires, qui vont trouver un guichet, pardon de parler des accueils de jour en termes de guichet, mais c'est un guichet qui, pour le coup, va être accessible et qui va leur permettre parfois d'obtenir une réponse, une information qui va permettre de sortir d'une crise ou d'une difficulté ponctuelle ou plus durable. Merci beaucoup. Et ce qui pourra sûrement être discuté dans les prochaines tables rondes de cette semaine sur l'accès au logement. Voilà, une fois qu'on accède au logement, tout n'est pas forcément résolu et comment on travaille sur ces sujets d'isolement, de lien social et de lien aussi avec le droit commun, parce que tu soulignais, Julien, la place des accueils de jour dans la chaîne du secteur AHI, mais c'est en fait bien plus large et c'est même vos liens avec le droit commun en matière de santé, d'accès au droit, enfin de tout ce que vous avez souligné et que vous travaillez aussi dans vos accueils de jour. Ben, merci beaucoup à toutes et tous. On va atteindre la limite temporelle de ce webinaire. Mais merci pour vos questions.